Qu'est-ce qui s'est passé? Un type en camion a voulu me tuer. Quelqu'un a tenté de vous tuer? Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Retour à l'écran Formule Express. Moi c'est Mick, et aujourd'hui je braque nos projecteurs sur un film, ou plutôt un téléfilm, devenu culte et qui marque les débuts d'un réalisateur incontournable. Je veux bien sûr parler de Duel, signé par le géant du fantastique Richard Matheson et dirigé par un certain Steven Spielberg. Un thriller routier intense qui est diffusé le 13 novembre 1971 sur la chaîne ABC dans le cadre du Movie of the Week, dans lequel un simple trajet en voiture devient un véritable enfer mécanique. Nous allons voir comment Spielberg, à seulement 25 ans, a su créer une tension palpable avec un budget limité et un temps de tournage réduit. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à remonter l'autoroute du temps avec nous dans une course-poursuite haletante à travers le désert. David Mann est un représentant de commerce ordinaire. Il prend la route pour un rendez-vous professionnel à travers le désert californien. Mais ce qui s'annonçait comme un trajet sans histoire bascule dans la terreur quand il double un vieux camion-citerne crasseux qui semble soudain vouloir le traquer sans relâche. David se retrouve embarqué dans une course-poursuite implacable, seul au volant de sa petite voiture contre un inquiétant monstre de métal dont il ne voit jamais le visage du conducteur. Nous sommes le 22 novembre 1963. Richard Matheson est déjà un grand nom du fantastique. Il est romancier, scénariste et il a marqué les esprits avec Je suis une légende, L'homme qui rétrécit et plusieurs épisodes cultes de la série Twilight Zone, la 4e dimension en français. C'est un écrivain capable de transformer la banalité du quotidien en un cauchemar. Et ce jour-là, Richard Matheson rentre en voiture d'une partie de golf avec un ami. À la radio, ils apprennent que le président américain John Kennedy vient d'être assassiné. Ils sont estomaqués. La route est étroite. Le ciel est bas. Soudain, un énorme camion surgit derrière eux. En prenant une route étroite sur le chemin du retour, un énorme camion s'est mis à nous suivre de très près. Et plus on allait vite, plus il accélérait. On hurlait, tant parce qu'on était furieux, à cause du meurtre, que parce que ce gars tentait de nous tuer. Mon ami a fini par se ranger sur un accotement à terre et l'auto a dérapé. Et le camion est passé à toute vitesse. Ça nous a vraiment ébranlés. Mais en tant qu'écrivain, quelques instants plus tard, j'ai pensé, tiens, un homme qui se fait pourchasser par un camion. L'image est si forte qu'il sort l'enveloppe d'un courrier qu'il a sur lui et y griffonne les grandes lignes. Matheson tente pendant quelque temps de vendre son idée à la télévision. Sans succès. Les producteurs trouvent le concept trop limité, pas assez de matière pour tenir un épisode de série non plus. Lassé par ses refus, Richard Matheson rédige une nouvelle. Un automobiliste traqué sur la route par un énorme camion. La rencontre est banale, mais elle se transforme vite en une lutte à mort. On ne saura jamais ce qui pousse ce mastodonte de métal à vouloir écraser cet homme. Matheson parle du camion comme d'un monstre, un mastodonte, animé par un seul instinct, rattraper l'automobiliste et le détruire. Quand j'ai écrit la nouvelle, c'était une histoire de suspense conventionnelle. J'avais baptisé le protagoniste Man, homme, pour bêtement faire de lui une métaphore de l'humanité. Idée que j'ai vite abandonnée. Dans mon scénario d'ailleurs, je précisais qu'on ne voyait jamais le conducteur, mais dans ma nouvelle, le protagoniste voyait son nom sur le côté du camion. Je l'avais appelé Keller pour évoquer le mot killer, tueur. Mais je n'avais jamais pensé à ce récit autrement que comme une histoire de suspense. Que ferait un homme normal en de telles circonstances ? Comment réagirait-il ? Enfin, bien sûr, même s'il n'avait pas du tout l'étoffe d'un héros, il finissait par causer la perte de l'homme qui avait essayé de le tuer. Et au mois d'avril 1971, Duel est publié dans le magazine Playboy. Et ce récit attire Hollywood. George Eckstein, un producteur du studio Universal Television, à qui l'on doit la série télé Les Envahisseurs, en achète rapidement les droits. Il embauche Richard Matheson pour en écrire le scénario. Ce sera un téléfilm, diffusé dans le programme Movie of the Week sur ABC. Reste un problème. Qui va réaliser ça ? Retour un petit peu en arrière. Nous sommes à présent en 1968. Depuis toujours, Steven Spielberg veut faire des films. C'est son obsession.
Biberonné à la série Twilight Zone, il adore autant les films de John Ford que ceux d'Alfred Hitchcock. Depuis son enfance, il écrit et réalise plusieurs courts-métrages. Il vient d'ailleurs de terminer son plus ambitieux en 35 mm, Amblin. Un titre qui inspirera Steven Spielberg pour le nom de la société de production qu'il montera en 1980 avec Frank Marshall et Kathleen Kennedy, Amblin Entertainment. D'une durée de 26 minutes, ce court-métrage suit le périple de 2 autostoppeurs dans le désert de Morave. Amblin est un film simple, doux, presque poétique. Il est très remarqué dans les festivals. Et il frappe en plein cœur le patron d'Universal Television, Sidney Sheinberg. Et il est d'ailleurs tellement séduit qu'il propose à Spielberg un contrat de 7 ans. Spielberg devient alors le plus jeune réalisateur à signer un tel accord de longue durée avec un grand studio hollywoodien. Mais pour le jeune Spielberg, tout est clair. La télé, c'est un tremplin. Au début de ma carrière de réalisateur, la télévision ne m'intéressait pas. Je snobais la télé, je voulais réaliser des films. Je ne voulais pas commencer à la télé. Mais quand j'ai compris ma situation, j'avais 20 ans, vous savez, j'allais en avoir 21. Et je m'étais fait offrir un contrat par un grand studio d'Universal, par Sid Sheinberg. Aucun producteur de film n'allait me confier un long métrage juste parce que je voulais en réaliser un. Et je crois que peu de producteurs télé m'auraient confié une émission de toute façon. J'ai donc rapidement mis de côté mes grandes ambitions et décidé d'essayer par tous les moyens de faire mes débuts à la télévision. Ce serait comme un terrain d'entraînement. Et après, on me donnerait peut-être un film. J'ai donc commencé la télévision. Et la première émission que j'ai faite, c'était Night Gallery avec John Crawford. Et chez Universal, on le repère vite. On dit de lui que c'est un jeune réalisateur qui adore jouer avec les objectifs et les mouvements de caméra. Mais on murmure aussi qu'il ne sait pas vraiment diriger les acteurs. Malgré ça, il impressionne par sa technique. Puis il réalise Murder by the Book, le livre témoin, le premier épisode de la première saison de Columbo. Au quotidien, Steven travaille avec une assistante, Nona Tyson. Elle a lu la nouvelle Duel dans Playboy. Elle en est sortie fascinée et un peu terrifiée. Elle sait aussi que George Eckstein cherche un moyen de monter le téléfilm. Nona Tyson en parle à Spielberg avec un enthousiasme contagieux. J'étais au bureau en train de parcourir des scénarios. J'essayais de concrétiser mes projets de film, de chercher à me faire embaucher. Et mon assistante, Nona Tyson, a trouvé Duel. Elle m'a dit « J'ai lu une nouvelle de Richard Matheson dans Playboy ». Je lui ai demandé « Nona, mais pourquoi tu lis Playboy? Tu plaisantes ?» Elle a répondu « Non, j'adore la fiction ». Et elle a insisté pour que je lise la nouvelle, car elle trouvait que c'était mon genre. Je l'ai lu et j'ai pensé « Waouh, c'est terrifiant, c'est comme un film de Hitchcock. On aurait dit Psychose ou Les oiseaux sur autoroute ». Ce qu'il voit, c'est une occasion en or de faire de la pure narration visuelle. Pas besoin d'une intrigue psychologique complexe. Tout passe par l'image, le rythme, la tension. Et puis, ces grands espaces désertiques, ça lui rappelle l'Arizona de son enfance. Nona Tyson cale un rendez-vous téléphonique avec George Eckstein. J'ai appelé George Eckstein un parfait inconnu. Il savait qu'on me nommait la petite folie de Sid Sheinberg, car j'étais le jeune qu'il avait engagé. Universal n'avait jamais accordé de contrat à une personne aussi jeune. Je n'étais pas très estimé, j'étais un jeune méconnu qui aimait les objectifs et les travelling et ignorait tout des acteurs. C'était ma réputation à l'époque. Mais Spielberg ne se démonte pas. Fier de son travail sur son épisode de Columbo qui n'a pas été encore diffusé, Spielberg apporte le montage au producteur George Eckstein pour lui montrer ce qu'il sait faire de mieux. Et c'est là que tout bascule. Impressionné par ce qu'il voit, Eckstein lui tend alors le scénario de Duel. Je l'ai lu et j'ai eu une autre réunion avec George. Je lui ai donné mes idées et il m'a répondu « Je reviendrai vers toi ». Et il s'est écoulé 1 jour, 2 jours. Je n'ai pas eu de nouvelles. Le 3e jour, George a téléphoné « J'aimerais que tu le réalises ». C'était le 2e appel le plus génial que j'ai jamais eu. Après, celui de Sheinberg qui m'a recruté à l'université pour devenir réalisateur. Le 2e, c'est quand Eckstein a appelé pour que je réalise Duel. Et c'est ainsi que tout a commencé. Mais nouveau couac. Barry Diller, le patron d'ABC, la chaîne nationale qui doit diffuser ce téléfilm, lui est sceptique. Un gamin de 25 ans pour faire ce film ? Pourtant, après avoir visionné un épisode de Psychotrist, il change d'avis. Fin août 1971, la décision tombe. Steven Spielberg réalisera Duel. Il faut dire que le budget modeste alloué à ces téléfilms-là,
aux alentours de 400 000 $, rassure Universal Television. Spielberg, lui, est évidemment ravi et se met au travail avec Richard Matheson, qu'il admire. Pour lui donner le mérite qui lui revient, c'est Richard Matheson qui insistait dans le scénario pour que le camionneur reste anonyme. On voyait une main sortir de la fenêtre indiquant de changer de voix, on voyait ses bottes, mais jamais son visage. C'était de Richard Matheson. Ce qu'on ignore est beaucoup plus terrifiant que tout ce qu'on jette au visage du public. Le scénario est concis. On démarre alors que David Mann est déjà sur la route désertique à bord de sa petite voiture. Dès la fin du générique, le camion est déjà là. David Mann double le camion, mais le camion passe à nouveau devant l'automobiliste, qui doit encore le doubler. Les deux conducteurs se croisent ensuite à une station-service, mais le protagoniste ne voit pas le visage du camionneur. Plus tard, le camion passe de nouveau devant l'automobiliste. Le gros camion masque la route. Ah bien, c'est malin, t'as raison. Et tente de provoquer un accident en faisant signe de la main pour laisser passer David Mann alors qu'une autre voiture arrive à contresens. Eh ben, c'est pas trop tôt, connard. David Mann comprend alors que ce camion lui veut du mal. Il est dingue. La diffusion de Duel est prévue pour le 13 novembre 1971. Dans moins de 3 mois. La préparation du film, c'est pour Spielberg une course contre la montre. Peu de temps, peu d'argent, mais des choix artistiques décisifs qui vont donner au film son identité. Spielberg insiste, il veut tourner en extérieur. Pas question de s'enfermer en studio. Le directeur de production Wallace Worsley Jr. n'y croit pas. Wallace est plutôt bourru, doux comme un chaton à l'intérieur mais bourru à l'extérieur. Il me regardait et poussait des soupirs de dérision, du genre « prouve-le que tu peux faire un film. Sinon, c'est fini pour toi petit, on fera venir quelqu'un qui le peut. » Je le respectais, il a été très exigeant avec moi. Je lui ai dit « je veux tout filmer en extérieur ». Il m'a répondu que c'était impensable pour un film de cette envergure en 10 jours. Tu devras envoyer quelqu'un filmer des arrière-plans et tourner sur un plateau puis combiner les deux avec de la rétroprojection. J'ai dit « Wally, si on filme en studio, ça n'aura pas l'air vrai. Ça ne sera pas une poursuite en voiture. Ça sera un gars assis confortablement sur un décor, entouré d'images peu crédibles, qui seront même pas synchronisées avec les mouvements de l'auto. Le volant va vers la gauche et l'écran va vers la droite. Ça ne fonctionne jamais. » Wally m'a dit « Passe la première moitié du premier jour de tournage à filmer des arrière-plans qu'on gardera en banque et respecte l'horaire pour les 3 premiers jours. Alors là, tu pourras rester en extérieur, mais sinon, tu reviens en studio. » Et j'ai accepté. Je devais prouver que je pouvais respecter le planning pour ne pas devoir tourner sur un film peu réaliste sur un plateau. Pour le rôle principal, George Eckstein approche Gregory Peck. Il est sous contrat avec la Universal, mais Peck n'est pas intéressé. Eckstein se tourne alors vers Dennis Weaver et demande à Spielberg ce qu'il en pense. Le studio a suggéré Dennis Weaver, car ses téléfilms précédents avaient attiré un grand auditoire. Quand le nom de Dennis a été mentionné, j'ai dit « Il faut que ce soit Dennis Weaver !» George voulait savoir pourquoi je tenais tant à lui. J'ai dit « Mais vous n'avez pas vu La Soif du Mal ? L'homme à tout faire du motel, c'est le plus grand !» Je l'admirais beaucoup dans ce film. Son anxiété et sa panique dans La Soif du Mal, c'était la paranoïa que j'imaginais pour David Mann, le personnage de Duel, dans le dernier acte du film. Je voulais qu'il atteigne le niveau de son personnage de La Soif du Mal. Spielberg souhaite que la voiture de David Mann soit rouge vif. Pas pour une symbolique cachée, mais pour que la voiture saute aux yeux dans les plans larges du désert et qu'on la distingue tout de suite du camion gris et rouillé. Et le camion, justement. La production organise un véritable casting. 7 semi-remorques différents lui sont présentés. J'ai examiné les camions et j'ai fait le choix évident. Le Peterbilt, car il avait une apparence ancienne. C'était un vieux camion, il avait un visage. Les fenêtres étaient les yeux, il avait un gros nez protubérant. La calandre et le pare-choc étaient la bouche. Il avait un visage. Et les autres camions qui étaient là avaient une devanture plate. Ils avaient juste une grosse cabine de forme un peu conique, avec des fenêtres s'étirant jusqu'au phare. Il n'avait pas de moteur à l'avant. Mais ce camion-là a attiré mon regard et j'ai dit « C'est toi qui as le rôle ».
L'idée, c'est d'en faire un monstre, un Godzilla de la route, face au Bambi qu'est la voiture. Le camion, c'était l'antagoniste. Il devait avoir une personnalité. Ça ne pouvait pas être un camion tout neuf. Il devait avoir l'air d'un habitué des crimes de la route. En gros, c'est Murder Incorporated sur roue. Les fenêtres étaient graisseuses. Il y avait des insectes plein la calandre sur le pare-brise et sur les phares. La carrosserie était tachée d'huile qui sortait de toutes les fentes d'aération. Pour appuyer l'effet, on lui accroche plusieurs plaques d'immatriculation, comme des trophées de ses crimes passés. On voulait montrer qu'il avait commis des crimes partout dans le pays. Direction Lancaster et Palmdale, aux portes du désert de Morave, en Californie. Spielberg connaît bien, c'est là qu'il a tourné Amblin. Le décor est parfait. Collines arides, lignes droites interminables. Le tournage de Duel, c'est donc une course contre la montre, une organisation millimétrée et une vision claire de Spielberg. Vu le temps limité, Spielberg se montre méthodique. Un dessinateur lui prépare même une carte géante retraçant tout le parcours du film. On a dessiné une carte un peu comme un plan d'architecte, de toutes les autoroutes de Pearl's Blossom, de Soledad Canyon et de Sand Canyon, près de Palmdale, où j'ai tourné Duel, en incluant les incidents au café, à la cabine et à l'élevage de serpents. Tous les événements qui se produisaient le long de la route étaient tracés sur cette carte comme une grande murale. Elle faisait le tour de la chambre du motel qu'on m'avait donné pour y loger le temps du tournage en extérieur. Chaque jour, je prenais des notes sur la carte et je prévoyais ce qu'on devait accomplir ce jour-là. Tout le travail que je devais réaliser pour respecter l'horaire et faire un bon film, j'y arrivais grâce à cette vue en plongée. Pour ce film, cette vue d'ensemble m'aidait à voir où j'en étais. Si on rompait avec la continuité, je savais tout de même où j'en étais. Côté mise en scène, chaque choix compte. Les rétroviseurs, utilisés comme des écrans dans l'écran, montrant la proie et le prédateur en même temps. Pour aider Dennis Weaver à entrer dans la tête de David Mann, Spielberg enregistre une voix off des pensées du personnage avant l'affrontement final. Pendant le tournage, cette voix est diffusée dans un petit haut-parleur caché pour influencer les réactions physiques et émotionnelles de l'acteur. Réfléchis une minute. D'accord, il est ici. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a l'intention de continuer à m'agresser. C'est l'heure du déjeuner et cet endroit est peut-être le seul où l'on puisse déjeuner à des kilomètres à la ronde. À un moment, David Mann fait un arrêt dans un café et il se rend compte que le camionneur doit être dans la pièce avec lui. Cette séquence permet à Spielberg de mettre en pratique tout ce qu'il a appris du cinéma d'Alfred Hitchcock. Hitchcock m'a enseigné à tenir le public en haleine. L'essentiel, c'est que le public reste captivé le plus longtemps possible, avant qu'on lui donne un indice ou un peu de répit. C'est comme si Hitchcock me chuchotait à l'oreille pendant le tournage de Duel, pour me rappeler tout ça. Prends ton temps et fais durer le suspense le plus possible. Les cascades de Duel, c'est l'autre colonne vertébrale du film. Et pour ça, Spielberg s'entoure de pointures. Deux noms sortent du lot, Kerry Loftin et Dale Van Sickle. Kerry Loftin, 57 ans à l'époque, est déjà une légende du volant. Il a travaillé sur Bullitt, French Connection, Point Limite Zéro. Autant dire qu'il connaît la danse des pneus sur l'asphalte. Sur Duel, c'est lui qui pilote le camion. Spielberg est ravi. Loftin est tellement à l'aise au volant d'un poids lourd qu'il peut lui demander des manœuvres impossibles avec un autre conducteur. Je n'aurais réussi aucun de ces plans si Carrie n'avait pas conduit le camion de manière aussi sécuritaire, tout en donnant l'impression que c'était dangereux et mortel. Carrie était un conducteur très prudent. Dans certaines scènes, le camion ne pouvait pas aller très vite. Alors j'utilisais des astuces comme la caméra au sol, et pour créer une impression de vitesse, je filmais les falaises, disons du côté est de l'autoroute, et on filmait en direction du camion, mais avec la falaise qui défilait. Pas besoin d'aller à plus de 40 km/h. Bon nombre de ces plans ont été filmés lentement, mais on a triché grâce aux paysages qui défilaient très vite. Parfois, il accélère un peu la pellicule, à l'ancienne, mais le plus souvent, c'est du pur cadrage malin.
Pour respecter le planning, je ne pouvais pas filmer avec une seule caméra. Je savais qu'il fallait des prises de vue multiples. Sauf qu'on ne peut pas installer des caméras à l'infini sur une voiture sans que ça cesse d'être réaliste. Je voulais des mouvements indépendants. Alors Pat Eustace a apporté une voiture caméra de son invention qu'il avait conçue pour le film Bullitt. C'était une voiture de course basse munie d'une caméra et j'ai pu obtenir des tas de plans bas géniaux du camion et de la voiture. Je pouvais aussi étirer mes prises de vue. Je mettais 4 ou 5 caméras sur une distance de 1,5 km. Donc sur cette distance, j'avais 5 plans du camion suivant l'auto, tous de droite à gauche. Puis j'apportais mes caméras de l'autre côté de la route, qui, soit dit en passant, était très différent du côté que j'avais déjà filmé. On traversait la route pour filmer le côté opposé, et j'avais 5 autres plans du camion et de l'auto en sens inverse, retournant au point de départ. J'ai ainsi réussi à filmer rapidement certaines poursuites du film. Ce qui était long, c'était la voiture caméra. On filmait des plans complexes du camion, de près et de loin. On s'éloignait du camion quand la voiture arrivait. On laissait la voiture nous dépasser, puis on faisait un gros plan de la calandre et de tous les insectes morts collés dessus, ainsi que tous ceux qui sont écrasés sur le pare-brise. Ça prenait du temps, mais ça rehausse le suspense. Enfin, Dennis Weaver conduit lui-même la voiture autant que possible. Il insistait pour conduire la voiture. Il a même monté la moitié d'une colline. On voit l'horizon sur le pare-brise comme dans un avion, et ça se penche brusquement comme ça avant de redevenir droit. Dennis montait sur la colline et sur l'accotement et revenait sur l'autoroute. Il a fait beaucoup de conduite lui-même. À un moment, David Mann tente de passer un coup de téléphone dans une cabine téléphonique. Opératrice, j'écoute. Un chauffeur de camion a essayé de me tuer. Je sais pas qui je dois alerter. Ah, pour ça, il faut que je vous passe la police, monsieur. D'accord, passez-moi la police. Mais le camion sort de la route et percute la cabine. David Mann a tout juste le temps de sortir et d'éviter le camion. Écoutez, je vous appelle parce qu'un chauffeur routier a tenté de me tuer à 2 reprises. Pouvez-vous me redonner votre nom, s'il vous plaît? David Mann. Et Dennis Weaver insiste pour faire cette cascade lui-même. There was no stuntman at all in that scene. The film was shot once. Il n'y avait pas de cascadeur dans cette scène. Ça a été filmé en une seule fois. 2 caméras filmées de 2 angles différents. Peut-être une 3e sur un plan bas. Mais c'était Dennis dans la cabine. Il a tout fait lui-même. Dennis était très fier du fait que c'était lui dans la cabine quand le camion s'approchait. Il avait tout le temps de sortir. On avait répété un nombre de fois incalculable et on avait toutes sortes de protections. Il y avait des pieux dans le sol. Carrie Loftin surveillait de petits drapeaux hors du champ qui indiquaient le point de non-retour. Car si Carrie ne voyait pas sortir de la cabine Dennis, avant que la calandre du camion atteigne le drapeau rouge, il devait dévier vers la gauche. Il y aurait eu suffisamment d'espace entre la cabine et le camion dévié. Mais Dennis est sorti au bon moment. Et il l'a fait qu'une seule fois. Je ne voulais pas tenter le destin en recommençant. Et puis, il y a la cascade finale, le camion qui bascule de la falaise. Un seul camion, donc une seule chance. Spielberg installe 7 caméras pour tout couvrir. Pendant que Carrie Loftin et son équipe des effets spéciaux préparent la manœuvre, Spielberg se concentre sur l'emplacement de chaque objectif. Le résultat, c'est qu'il ne gardera qu'un seul plan au montage, celui de la caméra placée tout en bas. L'image est parfaite, on voit le camion et la voiture dans la chute, la poussière, la remorque qui suit. Un vrai moment de cinéma tourné au ralenti. La musique de duel, c'est un élément clé. La contribution de Billy Goldenberg est capitale. Le temps presse. Spielberg et le producteur George Eckstein préviennent Goldenberg. Il devra écrire la musique pendant le tournage. Le compositeur se rend donc sur le plateau, à Soledad Canyon. Il monte même dans le camion-citerne conduit par Carrie Loftin. Au début, il est terrifié. Puis il s'habitue, et ça nourrit son inspiration. Pas question pour lui de composer une bande-son classique de téléfilm ABC. Goldenberg ose. Il utilise des instruments africains, crée une ambiance étrange, presque hypnotique, avec un côté expérimental très audacieux pour l'époque. Une musique atmosphérique, pas mélodique, quelque chose qui respire l'angoisse. En une semaine, Goldenberg compose la partition. Duel est l'une des meilleures trames sonores de Billy selon moi. Il a été inspiré par l'intrigue et il ne voulait pas d'une trame classique. Il ne voulait pas de corps et de cuivre.
horns. He wanted it to Il voulait quelque chose d'atmosphérique. be atmospheric feeling. Il a ajouté des couches de terreur avec sa musique, qui ont intensifié l'ambiance de duel. Spielberg a réussi son pari. Le film a été intégralement filmé en extérieur. J'ai suffisamment respecté le planning pour gagner le droit de filmer en extérieur. Quand j'ai pris du retard durant les 3 ou 4 derniers jours, c'est là que Wally Worsley m'a dit « Personne aurait pu tourner ce film en 10 jours ». On a terminé le tournage en 12 ou 13 jours. J'ai dépassé le planning de 2 ou 3 jours, ce qui déplaisait au studio, mais j'obtenais de bons résultats. Pour autant, le montage de duel, c'est là encore un sprint. Une fois le tournage bouclé, Spielberg n'a que 3 semaines et demie avant la diffusion sur ABC. 3 semaines et demie pour assembler un téléfilm entier de 74 minutes. 5 monteurs travaillent en parallèle sous la direction de Frank Morris. Spielberg est partout. Il passe d'une salle de montage à l'autre en vélo. Il donne son avis, ajuste, supervise. Mais la post-production, ce n'est pas que le montage. Le son joue un rôle capital. C'est d'ailleurs la clé pour amplifier la peur. La conception sonore, c'est comme un gant qui s'enfile par-dessus les images que la caméra a filmées. Le son doit aller comme un gant. Ça doit être un complément parfait à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent. Le son rend tout plus effrayant. Le son intensifie le suspense. Un film muet n'aura jamais le suspense d'un film où on entend des craquements et des grognements, comme dans une maison hantée. C'est pareil dans Duel, c'est un film de camion hanté. Et puis, il y a ce détail devenu culte, quand le camion chute dans le vide. Spielberg ajoute un rugissement de dinosaure. Pour lui, je vous l'ai dit, c'est Godzilla. Il réutilisera d'ailleurs exactement le même son plus tard dans Les Dents de la Mer, au moment où le requin explose. La fin du camion, c'est un peu moins subtil. J'étais plus direct à l'époque. J'ai dit, ce camion, c'est Godzilla. Mettons un rugissement de dinosaure quand il se renverse et qu'il meurt. Pour le son de la mort du requin dans Les Dents de la Mer, j'ai pris le même effet sonore que j'avais mis dans Duel, quand le camion roule, sort du gros nuage et continue sa chute. J'ai mis un grognement préhistorique. C'est le même effet sonore, c'est un peu nostalgique. J'ai mis le même son dans la dernière scène, quand le requin explose et que sa carcasse coule au fond de l'océan. On y retrouve le même son. Le compositeur Billy Goldenberg travaille main dans la main avec les monteurs son pour intégrer ses morceaux aux effets et aux dialogues. Et comme souvent, une bonne partie de sa musique ne sera finalement pas utilisée. Mais après le montage initial, mauvaise surprise. Lors du visionnage par ABC, les dirigeants demandent un changement majeur. Ils veulent refaire la fin. Pour eux, il faut une grosse explosion, un déluge de feu. Mais Spielberg, du haut de ses 25 ans, refuse catégoriquement. Et c'est grâce au poids de George Eckstein que la fin originale, celle que l'on connaît aujourd'hui, est sauvée. Lors de la représentation interne du film, l'impact est immédiat. Richard Matheson lui-même valide tous les choix de Spielberg, y compris la fin. Barry Diller, le patron d'ABC, qui avait commencé sceptique, comprend désormais que ce qu'il tient entre les mains, ce n'est pas juste un téléfilm du dimanche soir. Comme convenu, Duel est diffusé pour la première fois sur ABC le 13 novembre 1971. Et ce soir-là, c'est un vrai petit événement télé. Dans les salons américains, des spectateurs restent scotchés devant leur écran. Parmi eux, un certain George Lucas. Il raconte plus tard qu'il n'a pas pu décrocher, fasciné par la tension et la maîtrise de Spielberg. Côté audience, pas de record historique, mais un très bon score, suffisant pour confirmer que le public a bien répondu présent. Daily Variety, The Hollywood Reporter, Los Angeles Times,
Tous saluent l'audace du concept, la précision de la mise en scène, la maîtrise du suspense, les plans larges dignes d'un western et la musique expérimentale de Billy Goldenberg. Certains voient déjà en Spielberg un nouveau Henri-Georges Clouzot, soulignant les points communs entre Duel et Le Salaire de la peur. L'enthousiasme est tel qu'Universal se dit « Pourquoi ne pas le sortir en Europe mais au cinéma ?» Le problème, c'est que la version télé ne dure que 74 minutes, trop court pour le grand écran. En mars 1972, Spielberg tourne donc à contre-cœur 15 minutes supplémentaires qui allongeront le film. Elles incluent les toutes premières minutes avec la sortie de la voiture du garage, l'appel téléphonique avec Madame Mann, la scène où le camion tente de pousser la voiture contre un train et l'épisode du bus scolaire en panne. Pour l'occasion, quelques seconds rôles complètent le casting, notamment Jacqueline Scott qui joue Madame Mann, la femme du protagoniste. Il faut le reconnaître, même si Spielberg rechigne à les faire, ces ajouts renforcent la tension et donnent plus de corps au récit. En 1972, Duel est nommé aux Golden Globes pour le meilleur téléfilm et il reçoit le prix du meilleur montage sonore aux Emmy Awards. Après Duel, tout s'accélère pour Spielberg. Le téléfilm a prouvé qu'il pouvait captiver un public avec très peu de moyens. Et Universal le garde bien au chaud sous contrat. Mais l'effet le plus décisif, c'est à l'international. Car en effet, Universal sort donc Duel en salle dans plusieurs pays européens. En France, il fait un box-office honorable avec 837 000 entrées, mais surtout il inspire des lectures symboliques, voire politiques. François Truffaut le qualifie même de premier film modèle. Duel décroche aussi le grand prix du premier festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1973. À retour à l'écran, on vous en avait déjà parlé dans un précédent thème sur le festival et qui est toujours disponible. Duel reçoit aussi le prix du jury au festival de Taormina en Italie. Pour Spielberg, c'est l'occasion de son premier voyage en Europe. Et à Rome, il rencontre Federico Fellini qui lui dit admirer le film. Ce succès à l'étranger joue un rôle déterminant et Universal lui confie son premier vrai long métrage pour le grand écran, Sugarland Express. This true but incredible event happened in Texas in 1969. C'est un road movie mettant en scène un couple de marginaux qui est interprété par Goldie Hawn et William Atherton et qui désirent récupérer leur enfant dont la garde leur a été enlevée. Pour l'occasion, Spielberg fait de nouveau appel à Carey Loftin pour les nombreuses cascades du film. Mais c'est évidemment avec Jaws, Les Dents de la Mer en 1975 que Steven Spielberg devient une star d'Hollywood. Ce film-là, c'est l'adaptation d'un roman de Peter Benchley apparu l'année précédente. Quand le projet arrive à Spielberg, il voit immédiatement une continuité avec Duel. Car au fond, le requin de Jaws, c'est une nouvelle incarnation du camion. Une force inarrêtable, un prédateur sans visage humain qui poursuit sa proie jusqu'à l'épuisement. Et c'est ce parallèle qui l'attire. Ça, c'est à 6 mètres. 7 mètres, l'animal. 3 tonnes bien pesées. Et avec Jaws, Steven Spielberg ne signe pas seulement un succès, il invente carrément le concept moderne du blockbuster estival. L'idée du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montrent les dents de la mer. Après Duel, Richard Matheson continue évidemment sur sa lancée, mais sa collaboration avec Spielberg ne s'arrête pas là. Dans les années 80, il travaille sur 4 épisodes de la série Amazing Stories, histoire fantastique, produit par Spielberg, et en 1983, il renoue avec l'univers qu'il a fait connaître en participant à Twilight Zone The Movie, un film à sketch réalisé par John Landis, George Miller, Joe Dante et Steven Spielberg. La boucle est bouclée. Bonsoir, mon chéri. Tu as fait bonne route? Oh, tu sais, la route, c'est toujours la même chose. Qui croirait une chose pareille? Moi j'ai découvert Duel en VHS au milieu des années 80. Je me souviens encore de ce boîtier blanc avec cette jaquette dont l'affiche, reprenait l'affiche du cinéma française, avec un camion comme ça qui est dessiné comme une espèce de monstre qui ouvre sa gueule et qui va croquer le titre Duel, avec des petits yeux à la place des phares. Et j'ai été évidemment happé par le film. Je connaissais déjà Indiana Jones et Rencontre du troisième type, Les Dents de la Mer, donc j'avais déjà identifié le nom de Steven Spielberg. Mon père m'avait un peu expliqué de quoi parlait le film, ce qu'il avait déjà vu, et j'ai pas été déçu. Je trouvais ça vraiment génial. Et puis il a été diffusé sur la chaîne La 5, et je l'ai enregistré ce soir-là. J'ai pu le revoir plusieurs fois. C'est un film qui m'a accompagné depuis tout ce temps, en fait. Bien sûr, il y a plein d'autres films que je préfère de chez Spielberg. C'est compliqué de faire le tri, mais je suis quand même assez attaché à ce film parce que c'est sa simplicité qui me parle. C'est un thriller hitchcockien, vraiment, la manière de cadrer, tout ça. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à l'ESRA à la fin des années 90, une école audiovisuelle parisienne,
je suis totalement aux anges quand je découvre que Jean-François Tarnowski, qui est le professeur de mise en scène, décortique Duel sur l'ensemble d'un ou deux cours, je ne sais plus s'il y avait plusieurs cours, mais c'était vraiment fabuleux parce qu'il nous a permis de comprendre comment la valeur d'un cadrage, qu'est-ce que c'est l'importance d'un gros plan, le placement de la caméra, la hauteur de la caméra, quel type de focale, qu'est-ce que c'est une coupe de montage, tout ça. C'est assez didactique et en fait le Duel s'y prête bien en fait. C'est un des films qu'on pourrait facilement montrer pour étudier la mise en scène et voilà, moi je m'y risquerais pas parce que Jean-François Tarnowski était vraiment quelqu'un de fabuleux à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour observer et de comprendre, ça peut être parmi une liste de 10 films vraiment clés. Alors bien sûr, Duel apparaissant en 71, on pourrait le connecter avec le nouvel Hollywood. C'est un peu ça, puisque c'est cette nouvelle garde, on était dans les années 60, le cinéma américain avait du mal à avoir des films qui plaisaient au public et tout ça, et en fait il y a toute une nouvelle garde assez jeune et assez cinéphile qui vont débarquer. Alors ça se fait par plein d'aspects différents, et pour Spielberg ça passera par la case télévision. On pourrait penser que Duel est une sorte d'extension de Easy Rider finalement, voilà le film de Dennis Hopper avec Dennis Hopper qui ouvre un peu le bal du nouvel Hollywood, enfin rétrospectivement. Mais en fait non, Duel c'est quand même quelque chose un peu à part qui s'apparente à du road movie, qui s'apparente aussi à pas mal de films autoroutiers. Disons que l'importance de la voiture va être déterminante sur certains films, je pense à Point Limite Zéro, je pense à Sugarland Express. Il y a pas mal comme ça de films qui vont mettre en avant la voiture dans les années 70 et qui vont être assez iconiques. Mais quelque part, Duel, non, c'est quand même quelque chose qu'on peut plutôt rapprocher de Jaws, des Dents de la Mer, qui est, comme je l'ai dit, une sorte de prototype du blockbuster estival. Voilà, donc il y avait quand même quelque chose comme ça, ce choix de film Duel pour cet épisode venait un peu en partie de ça. Et puis ça me permettait aussi de faire la transition progressive entre The Fabelman, qui pour l'instant à l'heure actuelle le dernier film de Spielberg un peu autobiographique, et de montrer ce qui se passe juste après la fin du film pour arriver après un peu plus tard aux Dents de la Mer, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le film est facilement disponible en VOD et sur support physique. C'était Retour à l'écran express. À ciao, bonsoir. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond, James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.